Je vais t'annoncer quelque chose qui va te choquer dès le début de cette vidéo. Il y a de grandes chances que tu te fasses exploiter depuis ta plus tendre enfance, et ce, par ta propre famille. Je peux même te donner des statistiques annoncées par Wayne Dyer, qui est docteur en psychologie et qui est psychothérapeute. Lors d'une de ses conférences, elle a demandé aux 800 personnes présentes de leur faire une liste des 5 situations les plus courantes dans lesquelles elles se sentent exploitées. Elle a reçu 4000 réponses concernant des situations d'exploitation typiques, et 83% de ces réponses avaient trait d'une manière ou d'une autre aux familles des exploités. Alors peut-être qu'en entendant cela, tu seras outré, parce que pour toi, ta famille revêt d'une importance capitale. Ou bien, au contraire, cela ne t'étonne guère. Et puis toi, tu te dis, de toute façon, moi, je fais ma vie sans m'inquiéter de la vie des membres de ma famille, et je vis en fonction de mes aspirations. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, écoute bien les différents cas que je vais t'annoncer, car une situation qui peut te paraître anodine peut très bien finalement cacher une occasion où tu te fais exploiter. Alors attention, je t'arrête tout de suite. Le but de cette vidéo n'est pas de créer des discordes au sein des familles et de provoquer des séparations, loin de là. Le but de cette vidéo, c'est justement que chacun retrouve ses aspirations sans recourir à une quelconque violence. Nous allons voir ensemble les différents domaines en plus de la famille où tu peux te faire exploiter malgré toi et sans que l'autre ne s'en rende finalement compte. Par contre, tu verras que toi aussi, tu peux devenir un exploiteur. Commençons donc notre vidéo par les manipulations au sein de la famille, avec quelques exemples typiques. Lorsque tu dois appeler un de tes proches, que tu dois conduire tel membre de ta famille à tel endroit, des visites à donner à des personnes proches de sang, mais que tu ne portes finalement pas dans ton cœur. Je suis désolé de le dire, mais des fois ça arrive. Supporter les tracasseries des beaux-parents. Tu te retrouves dans un cas typique d'exploitation. Tu dois sans cesse être à la disposition de tout le monde, et cela empiète sur ta vie privée, car par exemple, par un beau dimanche ensoleillé un après-midi, tu te verrais bien faire une randonnée à la campagne, ou bien faire ton jogging habituel, au lieu de manger un gâteau enfermé toute la journée à table avec des personnes que tu n'apprécies finalement guère. Et comme on te dit sans cesse de remanger de ce gâteau, adieu ton régime et tes bonnes résolutions concernant le sport. Alors si tu agis pour faire plaisir à l'autre et que ça ne te plaît pas à toi, alors je suis désolé de te le dire, mais tu te laisses exploiter. Et là tu vas me dire, oui mais bon c'est tout de même ma famille, ce sont mes beaux-parents, c'est normal, je dois faire des efforts. Alors laisse-moi te répondre cette chose qui va peut-être te paraître crue car tu n'as pas l'habitude de te comporter de la sorte. Es-tu venu au monde pour faire plaisir à l'autre et vivre à travers son regard? Le pire que tu puisses faire est de prendre une certaine habitude. Par exemple, si tous les dimanches tu as l'habitude de voir tes beaux-parents et qu'un dimanche justement tu n'y vas pas pour une quelconque raison, tu risques d'avoir des reproches. Tu vas avoir un coup de téléphone du style pourquoi tu n'es pas venu me rendre visite, tu fais la tête, j'ai fait quelque chose de mal. Et pour peu que tu sois quelqu'un de sensible, eh bien tu vas culpabiliser et tu vas rentrer dans des explications interminables pour expliquer ce manquement. Et la conversation elle va s'éterniser. Donc finalement, le temps que tu as sauvé pour toi sur ce dimanche où tu n'as pas rendu visite à tes fameux beaux-parents, eh bien tu vas le perdre au téléphone dans des discours interminables, et puis peu importe les arguments que tu vas leur avancer, ils ne comprendront toujours pas. Le docteur Wayne Dyer explique que si l'on se rend dans une clinique psychiatrique et que tu t'adresses aux malades, eh bien la grande majorité ont des problèmes avec leur famille. Et non, ce n'est pas avec leurs voisins, ni leurs collègues, ni leurs amis que ces malades se retrouvent en clinique, mais bel et bien à cause de leur propre famille. Choquant, n'est-ce pas? Sache que la plupart du temps, ils brandiront la carte culpabilité et ne tarderont pas à te faire remarquer que tu sors du rang. Les familles qui donnent une impression de droiture et de stabilité hyper normale sont les plus à craindre. Parce que si tu agis spontanément, ils vont te porter la responsabilité du déséquilibre familial que tu pourrais causer en te comportant de la sorte. Si ta famille ne comprend pas certaines de tes actions, inutile de perdre ton temps à te justifier. Tu ne les convaincras pas. Tu vas perdre une énergie folle. Donc, passe à l'action pour toi, car tu sais que c'est le bon chemin que tu dois prendre.
Et si la famille arrive par contre à te faire changer d'avis sur un de tes projets, eh bien c'est que tu n'avais pas vraiment confiance en toi et que tu n'y croyais pas. Tu dois montrer une vraie conviction. Et puis si tu te plantes, eh bien tu auras eu une expérience et tu auras appris. Et là maintenant je sais que tu vas me dire, oui mais bon, si j'applique tout ce que tu me dis, je vais être en guerre avec tout le monde et je ne verrai plus personne. Non. L'objectif de cette partie était de te faire comprendre que tu peux faire beaucoup de choses pour faire plaisir à l'autre et que tu as tendance à t'oublier. Mais tu peux trouver ton juste équilibre en agissant de la bonne manière. Bon, et bien maintenant passons aux manipulations au sein du travail. Pour la majorité des employeurs, les salariés n'ont aucun droit. En agissant de la sorte, il est donc normal que si toi qui m'écoutes et que tu es salarié, tu te sentes exploité, voire même intimidé. Et si en plus tu fais partie de la grande majorité des Français qui détestent leur travail, eh bien ce sentiment va s'en trouver exacerbé. Alors il est effarant de constater que bon nombre d'entre nous choisissons un job simplement pour payer nos factures et que nous n'exerçons pas notre métier passion. Nous y consacrons 8 heures par jour et cela nous éloigne des chers qui nous sont proches. Et oui, nous passons plus de temps avec nos collègues qu'avec notre propre famille dans une vie. La peur de changer fréquemment d'emploi est très présente dans les esprits, car cela voudrait dire que nous manquons de maturité professionnelle. Alors encore une croyance qui nous maintient donc dans un système d'exploitation. Nous n'avons même pas besoin des autres pour être contrôlés à ce niveau, nous nous bloquons nous-mêmes. Donc, si je dois résumer, si nous devions nous fier à cette croyance, il faudrait donc passer 50 ans à réaliser un travail que l'on déteste, en plus de se détester soi-même, pour obtenir une médaille du travail. Mes félicitations, vous pouvez maintenant disposer, nous vous avons bien utilisé. Une autre croyance limitante est celle qui te fait croire que tu es restreint dans tes choix par ta formation initiale. Par exemple, admettons que tu aies étudié l'immobilier pendant 5 ans, et une fois sur le marché, tu te rends compte que ça ne te correspond pas. Alors là, tu vas te dire, alors oui, j'ai passé 5 ans à étudier l'immobilier, et j'ai dépensé une somme folle pour mon école. Maintenant, je ne peux plus m'arrêter. Alors, en aucun cas, tu ne devrais te sentir limité et coupable, car de 1, ta formation, elle n'est pas représentative du job que tu vas exercer, et de 2, tu es capable de faire une multitude d'autres métiers qui te correspondraient mieux. Et ces 5 ans que tu as passés à étudier tel domaine ne sont pas perdus, car tu as certainement développé des compétences transverses qui te serviront dans d'autres métiers. Il est consternant de voir que beaucoup de personnes placent plus de loyauté envers leur travail qu'envers elles-mêmes. Note cette phrase de Rudyard Kipling. Plus d'hommes se tuent au travail que l'importance du monde ne le justifie. Les institutions devraient être créées pour servir l'homme et non l'inverse. Il y a des systèmes de récompense qui sont mis en place pour que l'homme se tue à la tâche. Et plus les hommes occupent des postes élevés, plus ils développent des maladies telles des infarctus, des ulcères, et aussi plus ils consomment des drogues, de l'alcool, etc. Et cette compétition, eh bien, elle commence dès l'école avec les systèmes de notation. Devenir brillant, oui, mais à quel prix ? Si tu as besoin que l'on te reconnaisse comme quelqu'un de brillant, qui a réussi, que se passera-t-il le jour où ces ovations vont cesser ? Alors sache que la concurrence aussi est la principale cause de suicide aux États-Unis. Dès l'instant où tu te remets à des critères extérieurs pour juger de ta valeur, tu n'es plus maître de ta vie. Et tiens, d'ailleurs, on va faire un petit test. Si tu réponds oui à une seule de ces questions, alors il y a de fortes chances que tu places une loyauté envers une institution au-dessus de la loyauté envers toi-même. Première question, fais-tu ce travail pour avoir une retraite confortable ? Deuxième question, est-ce que tu te sens coupable quand tu prends des congés ? Troisième question, est-ce que tu as du mal à te détendre et à chasser de ton esprit les soucis professionnels ? Quatrième question, fais-tu ce travail pour acquérir des biens matériels et gagner de l'argent uniquement ? Bon alors là, je suis sûr que j'en ai perdu au moins 80% d'entre vous. Mais vous inquiétez pas, je suis concerné aussi. Bon, maintenant parlons des sorties entre collègues. Combien j'en entends dire « J'ai une sortie de prévue avec les collègues de travail et j'en ai absolument pas envie ». Donc pourquoi tu forces ?
Alors il y a certainement la peur de ne pas paraître sociable, d'être exclu du groupe, et donc d'être perçu comme quelqu'un à part. Alors laisse-moi te dire une chose. Que tu fasses les choses dans le sens de tes collègues ou non, ça parlera. Tu ne pourras pas l'éviter. Et même si tu fais entre guillemets les choses bien, il y aura toujours des ragots sur ton dos. Donc si le cœur n'y est pas pour une sortie, n'y va pas. Ce sentiment il est normal parce que tu passes déjà 8 heures par jour avec tes collègues et on te fait croire encore qu'il faut les voir le soir pour la soi-disant bonne santé de l'entreprise. Alors ce ne sont pas forcément les collègues que tu n'as pas envie de voir, c'est juste qu'ils te rappellent un boulot que tu n'aimes pas. Bon, maintenant on va passer aux professions libérales et symboles d'autorité. Les hommes politiques, les médecins, les sportifs de haut niveau, et j'en passe. Toutes ces personnes au titre mirobolant peuvent t'entraîner facilement sur la pente de l'auto-exploitation. Beaucoup sentent une gêne lorsqu'il faut parler argent avec leur médecin et se contentent de régler leurs honoraires. Lorsqu'on te dit par exemple que tu as besoin d'une opération, tu vas souvent obéir aveuglément sans oser demander un autre avis médical. Alors tu arrives à demander plusieurs devis de garage pour ta voiture, mais quand il s'agit de ton propre corps, c'est plus compliqué. Étrange, n'est-ce pas? Non, pas tant que ça, et je vais t'expliquer la raison. Parce qu'en fait, ces personnes, tu les places plus haut que toi. Le fait qu'ils ont des titres prestigieux t'impressionne. Dès que tu appelles cette personne par son titre, à savoir par exemple docteur, cher maître, tu te mets automatiquement en position d'infériorité. Dès ce moment, il n'y a plus de traitement d'égal à égal. Et donc, tu vas espérer ne pas te faire rouler dans la farine lorsqu'il sera question des honoraires. Alors, il y a un des moyens très simples pour permettre justement de remettre l'autre personne sur un pied d'égalité, et c'est de l'appeler par son prénom. Il n'y a rien d'impoli à cela. Pour te citer un exemple, le père d'un petit garçon avait exigé le transfert de celui-ci dans une autre classe car il avait des capacités supérieures et son professeur actuel, il avait mal jugé de ses compétences. Il savait que le règlement interdisait le transfert de classe. Il avait donc demandé à voir le directeur et là, tout un jeu s'était mis en place pour l'intimider. Donc avant de voir le directeur, la secrétaire l'accueille. Le directeur, il avait un immense bureau et la secrétaire l'avait mis en position d'attente sur une toute petite chaise. Le jeu d'intimidation avait commencé. Quand la secrétaire avait fait entrer le père dans le bureau du directeur, elle appela le directeur par son nom. Et lorsque le père avait demandé à la secrétaire quel était le prénom du directeur, eh bien elle avait répondu qu'elle n'en savait rien. Et elle avait toujours appelé Monsieur Intel. La première question du père face au directeur avait été de lui demander son prénom. Et là, le directeur, il avait hésité, parce qu'il n'avait jamais eu affaire à ce genre de demande dans le passé. Mais il avait quand même lâché l'information. Et il dit qu'il s'appelle Robert. Et là, le père de famille lui dit « Vous préférez que je vous appelle Robert ou Bob ?» Et là, tu as le directeur qui répond « Bob ». Donc le père, il n'a même pas eu besoin de s'énerver, parce que grâce à ce recadrage, ça a été un discours d'égal à égal, et il a obtenu finalement le transfert de son fils. Bon allez, on va parler d'un sujet qui fâche, et on va passer à la bureaucratie. Les rapports avec le système administratif, ils sont complètement déshumanisés. Les plus abusives, l'administration et les sociétés à but lucratif. Les personnes qui travaillent au sein de ces structures sont souvent désabusées. Les files d'attente pour telle prestation, les formulaires qui n'en finissent plus, les questions complètement débiles. Ces institutions, ce sont de vrais monstres tentaculaires qui embauchent des employés totalement amorphes avec lesquels tu dois batailler pour obtenir un simple remboursement. Ces gens comme tout le monde mettent un masque dès qu'ils prennent leur travail et adoptent une mentalité de bureaucrate. Donc forcément, il va être difficile, voire impossible de changer les institutions en elles-mêmes. Donc la meilleure méthode, ça consiste à refuser de jouer aux jeux sordides auxquels ils nous soumettent. Mais ces personnes avec lesquelles tu traites, elles ont besoin de se sentir importantes et donc de se raccrocher à ces fameuses institutions. Imagine-toi demain vouloir vivre sur les bords d'un étang isolé pendant 2 ans. Eh bien, ces chères personnes de l'administration ne te louperont pas. Et ils vont t'envoyer des lettres t'interdisant d'y séjourner, te demander des permis de pêche, de fourniture d'eau, d'électricité. Bref, t'as compris, tu seras toujours tenu. Et le pire, c'est que tu as pas mal de personnes qui éprouvent du plaisir à te traquer pour évacuer leur propre frustration du quotidien. Maintenant, passons aux employés en eux-mêmes. La raison d'être de la majorité des employés, c'est de t'exploiter.
Dès que tu fais des réclamations, ils vont s'assurer que tu ne contournes pas le règlement et que tu le suives scrupuleusement à la lettre. Un vendeur, dès qu'il a vendu son produit, il s'en fiche de savoir qu'il t'a vendu de la camelote. Ou même que tu ailles faire tes achats dans un autre magasin à la suite. Pour eux, tout ce qui importe, c'est que tu ne puisses pas t'adresser au responsable du magasin. Dès lors, ils ont rempli leur mission. Car le responsable du magasin est le seul qui puisse te venir en aide. Tu vas avoir des réponses typiques du style « Je suis désolé, il faut que vous vous adressiez à X » ou encore « Revenez la semaine prochaine ». Un employé, c'est un être borné. Du moins, dès qu'il met sa casquette d'employé, pas la personne en elle-même, enfin j'espère. Le vendeur du magasin se fiche que tu lui dises que tu ne reviendras pas chez lui. Pour le vendeur, son métier c'est juste son gagne-pain, et il doit juste appliquer le règlement. Le meilleur moyen d'obtenir gain de cause, c'est de parler donc au responsable du magasin, ou bien d'adresser une lettre en recommandé. Mais tu remarques que toi aussi tu peux avoir une tendance à suivre un règlement aveuglément et perdre toute notion de bon sens. Tiens un exemple. Il y a une mère qui se rend dans une banque avec son fils en bas âge. Et celui-ci, il a envie d'aller aux toilettes, une envie urgente. La personne à l'accueil de la banque lui dit que les toilettes sont réservées au personnel. Alors la mère, elle aurait pu en rester là et chercher les toilettes ailleurs, par exemple dans un bar à proximité. Mais elle a décidé de tenir bon et de parler directement au directeur qui a finalement autorisé son fils à utiliser les toilettes de la banque. Et le directeur, il a repris l'employé de l'accueil en lui demandant de faire preuve de bon sens. Et enfin, la dernière personne capable de t'exploiter, c'est toi-même. Eh oui, tu es la seule personne qui décide de te sentir déprimé, démoralisé, déçu. Tu peux être victime de ton passé. Imagine aussi que tu es marié depuis plusieurs années et que tu es malheureux de cette union, mais tu restes quand même. Ou bien que tu vives à un endroit qui ne te plaît pas, car toute ta famille a toujours vécu, mais tu restes. Et peut-être que tu as peur de perdre une partie de toi si tu fais fi de ton passé. Tu peux également être prisonnier de ton code moral. Est-ce que par exemple, tu es du genre à beaucoup t'excuser, même si on te marche sur les pieds ? As-tu tendance à ressentir des remords lorsque tu exprimes l'avis contraire par rapport à un groupe ? Penses-tu qu'il ne faut jamais mentir ? Si ce code moral te fait plus de mal que de bien, peut-être qu'il serait temps de le réviser pour aspirer à plus de liberté. Quelle est ton attitude envers ton corps ? Si tu as des mauvaises habitudes alimentaires, que tu manques d'activité physique, tu abîmes ton outil de travail. Et tu te fais également violence en prenant toutes sortes de tranquillisants et en ne prenant pas assez de repos. Ton corps, c'est une formidable machine, mais encore faut-il en prendre soin. Quelle est également l'image que tu as de toi-même ? Si tu te considères peu intelligent ou même moche, eh bien tu agiras en fonction de ces pensées. Et ces pensées, elles sont tellement puissantes que tu les communiqueras autour de toi et c'est comme ça que les autres te verront. C'est toi-même qui crée ta condition de victime, te laissant proie finalement aux manipulateurs et manipulatrices de toutes sortes. Alors pour conclure, je vais te dire ceci, écoute bien. La plupart des gens, ils n'aiment pas la différence. Et si toi tu l'oses, ils vont te questionner. Ils voudront savoir pourquoi tu ne suis pas le troupeau. La raison à cela, elle est toute simple. Tu les mets mal à l'aise face à leur idiotie et tu les fais réaliser ô combien leur comportement est dénué de sens et qu'ils sont esclaves de la vie des autres ou bien d'eux-mêmes. Et s'ils ne comprennent vraiment pas ton changement et que malgré tes actions, ils continuent de te pourrir la vie, tu pourras utiliser ces réponses lorsqu'on te posera ces questions. Exemple de question. Pourquoi changes-tu d'entreprise ? Toi, tu lui réponds. Pourquoi est-ce que tu continues de te faire exploiter ? Autre question. Pourquoi tu ne viens pas me rendre visite tous les dimanches comme d'habitude ? Si c'est quelqu'un qui se plaint, tu lui dis. Pourquoi tu ne consultes pas un psy pour faire part de tes problèmes ? Autre question. Pourquoi ne mets-tu pas ton plat dans le micro-ondes ? Toi, tu lui dis. Moi, j'ai toujours eu, depuis petit, un chef étoilé qui me préparait mes repas et nous n'utilisions jamais ce genre de babiole. Autre question possible. Pourquoi tu ne regardes pas cette émission ? Tellement de monde la regarde. Toi, tu lui dis. Ça abrutit le cerveau et j'ai des parfaits exemples autour de moi. Alors tout ceci, bien sûr, c'est ironique. Quoique, non, le mieux que tu puisses faire, en fait, c'est de ne pas répondre, être concentré sur toi. Par contre, être manipulé, ça peut être arrangeant parce qu'en fait, tu dépends de l'extérieur concernant tes choix et ton bien-être. Et donc, si tu te sens mal, eh bien la faute en incombera à ton entourage. C'est ce qui s'appelle renvoyer la balle dans le camp de l'adversaire, sans se poser de questions sur sa propre vie. Donc, en agissant de la sorte, le message que tu diffuses est le suivant.
Je ne suis pas assez fort ou mature pour m'occuper de moi-même. Veuillez vous occuper de moi et de m'utiliser comme bon vous semble. Je ne sais même pas ce que je fiche ici. Donc, est-ce que tu veux continuer à pouvoir rejeter la faute sur autrui, mais ne pas être libre? Ou vivre aussi ad vitam aeternam sous tutelle? Ou bien prendre tes responsabilités et oser finalement cette fameuse liberté?